Chapitre 11. Pourquoi s'arrête-t-on encore, Stena-sama Demanda Gunshi. C'est Anorin. Il vient de repartir, mais il a promis qu'il revenait vite. Répondit Stena. Le prof était sur ses deux pattes arrière. Il tenait le technome statufié sous un bras et le reste du corps de Gunshi sous l'autre. « Je me fais du souci, dit-il. Voyez-vous ces terribles explosions au loin ? Une bataille se joue en ce moment, certes, mais ce qui m'inquiète davantage, c'est que les sons nous en parviennent de plus en plus lentement. Je crains que nous ayons pris un retard considérable sur l'avant-garde. J'ai peur que le gros de l'armée derrière finisse par nous rattraper. » Il faut pourtant nous résoudre à l'inévitable, Sensei. Quel autre choix avons-nous ? Nous devons progresser à couvert et nous cacher des escouades aériennes. Je suis prêt à embrasser la mort. Le prof soupira. Ils perdaient un temps précieux, mais même dans ces circonstances, il ne fallait pas qu'ils oublient leur objectif principal. Retrouver la carte. Le jeu en valait largement la chandelle. Les compagnons marchaient sans s'octroyer de repos au milieu de cette grande forêt qui était de moins en moins dense et haute. Ils ne faiblissaient pas, ne faisaient pas de pause. Le prof avait mangé une charogne de bufflon la semaine dernière, de quoi tenir un mois sur ses réserves. Stena croquait régulièrement des petits cailloux ramassés sur la route. Gunshi n'était plus que la moitié supérieure de son corps et Atkum était une statue. Aucun n'aurait donc un besoin d'alimentation particulier. Pour Anorin, c'était plus compliqué, ça dépendait des revenances. En une journée, le revenant en avait enchaîné 5 sans intérêt. Moustique vampire, lutin bleu d'amanite, mouton piqueur, artichaut carnivore et escargouille. Il devrait bientôt revenir sous une forme inversement proportionnelle en taille et puissance. Ce qui advint. Anorin réapparut quelques minutes plus tard sous la forme extrêmement rare d'un artefact maudit vivant, en l'occurrence un gigantesque mandrago recouvert de runes elfiques corrompu par un lichen organique. Il était une immense catapulte, actionnée par un contrepoids. L'engin était construit en poutres de bois taillé d'une pièce dans des arbres centenaires. L'ensemble était maintenu en semi-vie par les maléfices d'un nécromant dont il avait longtemps été le réceptacle de l'âme. Pour l'heure, un esprit l'habitait, celui d'Anorin. Plus embêtant, il dépassait largement la cime des plus hauts arbres et n'avait aucune chance de circuler au milieu de cette forêt, si tant est qu'il fût capable de se mouvoir, ce qui ne se révéla pas le cas. Stena, le prof et Gunshi contemplèrent leur ami revenant en le maudissant. À ce moment précis, ils furent survolés par une escouade aérienne qui, voyant poindre une machine de guerre braquée sur l'avant-garde de son armée, fit demi-tour et s'approcha un peu avant de disparaître plus vite encore. L'escouade envoya alors un de ses angelots à leur rencontre et resta en retrait à observer. L'éclaireur fut sur eux en très peu de temps. Il piqua vers le mandrago. Gunshi, depuis sa lance, fut le premier à le repérer. « Danger ! Jette-moi sur l'angelot, vite !» cria-t-il au prof. Et il empoigna ses deux sabres. Sans réfléchir, le prof s'exécuta. Il attrapa le tronc de son ami et le jeta avec précision dans la direction de l'angelot. Si ce dernier avait eu les lunettes propres et non couvertes d'insectes morts, sans doute aurait-il esquivé le mort-vivant Kudjat qui venait d'être lancé sur lui. Au lieu de cela, il se le prit de plein fouet et se retrouva découpé en petits tronçons par ses sabres acérés. Les restes de l'angelot et de Gunshi tombèrent au sol, à une 50aine de mètres du petit groupe. Le prof se réjouit, son ami était indemne. Alors, il le vit ramper de ses bras avec rapidité et arriver au contact d'un des morceaux de l'angelot. Gunshi l'entoura de ses bras restants et plaqua son buste sur lui. Une forte explosion, à peine contenue par le corps de Gunshi, détonna et éblouit le prof. Il toussa à cause de la poussière soulevée. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» La tête de Gunshi roula jusqu'à ses pieds. « Ne crie pas, Sensei, mes oreilles sifflent. » Il était encore en vie, mais réduit à une modeste tête dont le faciès d'argile était à moitié brisé, laissant apparaître le vide noir d'un trou oculaire et le blanc de l'os. Il était bardé d'explosifs, Sensei. Quand je me suis aperçu de ça, je n'ai pu m'empêcher de joindre l'utile à l'agréable. J'y ai vu l'occasion d'un digne suicide. « Je jure de ne plus jamais te jeter, mon ami, » dit-il. « Je n'ai pas réfléchi, si j'avais su. » Ne regrette rien, Sensei. Il n'y a nulle honte à mourir pour sauver ses camarades. Tu n'es pas mort, constata Stena. Non, en effet. Je terminerai dès que possible ce que j'ai commencé. Sauf que tu vas avoir du mal à te suicider maintenant, et que tu ne peux pas compter sur nous pour t'y aider. On en a déjà discuté, je sais, c'est embêtant, triste même. Nulle tristesse n'était présente dans la voix de la Gorgone.
C'est un problème nouveau, en effet, Stena-sama. Sa voix à lui, en revanche, trahissait une émotion contenue. En voulant sauver ses amis dans un sacrifice final, il s'était enlevé la liberté fondamentale de pouvoir se suicider davantage. Il ne pourrait même plus se donner la mort s'il le souhaitait. Et pourtant, il n'en avait jamais eu autant envie que maintenant. Il venait de passer en quelques jours du rang déjà pesant de mort-vivant en chair à celui de tête de squelette avec 2 dents d'origine et quelques résidus de chair putréfiée. Dans l'échelle sociale qui régissait Europée, Gunshi avait subi un violent déclassement. « Et les autres angelots ?» demanda Stena comme si cela ne l'importait guère. Dit à Norine, ce que les autres prirent à raison pour un « Eh merde !» Quelqu'un a-t-il une idée, genre bonne et rapide? S'affola le prof. « Non. » dit Stena. Elle n'avait jamais eu la moindre idée depuis qu'il la connaissait. Tout ça n'a plus vraiment d'importance. Dit Gunshi sur un ton de nouveau suicidaire. On a combien de temps? Demanda Gunshi. Pas assez, estima le prof. Le reste de l'escouade était en approche. Ils effectuaient un survol de contrôle après l'explosion qui n'avait pas eu raison de l'arme de guerre qu'était devenue Anorine. S'ils descendent sur nous, j'enlèverai le bandeau de Stena. Avec ton consentement, bien sûr, Stena. Je suis d'accord. Tant pis si ça attire l'attention sur moi. À situation désespérée, mesure désespérante, Sensei. L'escouade, qui les avait survolés, se mit presque instantanément en vol stationnaire au-dessus d'eux. Un angelot seul fonça immédiatement vers eux en piqué, à grande vitesse. Le prof jeta Koum le plus doucement possible à terre, ce qui lui fissura un de ses bras statufiés. Il plaça Stena dans le bon angle de vue et lui arracha son bandeau, sans prendre la peine de le dénouer. L'angelot n'était plus qu'à quelques coudées d'eux. Il se figea et sa statue, entraînée par l'inertie, frôla l'oreille de Stena et du prof en s'écrasant. Il n'explosa pas, car sa ceinture d'explosifs était, elle aussi, devenue de la pierre. Toute son escouade, située en arrière, également dans le champ de vision de Stena, dégringola lourdement du ciel, statufiée. La petite troupe n'eut pas le temps de souffler. « Jette-moi au-dessus de la cime des arbres !» cria Gunshi au prof. Il m'a semblé apercevoir quelque chose entre les branches. Plus on prend de la hauteur, plus on voit loin. Le prof ne savait plus où donner de la tête. Il se débarrassa de Stena avec une rudesse involontaire et courut vers le reste de son ami qu'il jeta en l'air de toutes ses forces. « Et tu me rateras !» Les ours Nandi sont réputés pour avoir beaucoup de force, vraiment beaucoup. Dans l'urgence, il ne la mesura pas. La tête de Gunshi, tournoyant sur elle-même, s'envola à une hauteur telle que lorsqu'il atteignit le point culminant de son envol, il put observer l'espace de quelques secondes bien plus que ce qu'il voulait en voir, avant de redescendre à une vitesse non moins vertigineuse. Pendant la descente, la tête de Gunshi vit bien une seconde escouade en retrait, qui avait observé la scène de pétrification de la première et qui filait à toutes ailes vers un essaim de minuscules points de couleur pixelisant le soleil. Aucune trace de l'infanterie ou des jeunes géants qui étaient probablement dissimulés par la forêt. Derrière eux, des nuages de poussière gigantesques avançaient à leur rencontre. « Le gros de l'armée », pensa-t-il. On est bien coincé entre l'avant-garde et le reste de la troupe. Il eut tout le temps de gérer une panique naissante pendant son retour à terre, tout juste occulté par une angoisse de la chute libre et les violentes gifles que plusieurs branches d'arbres lui assénèrent. La première chose qu'il fit en atterrissant douloureusement dans les mains de l'ours Nandi fut de vomir tout l'air qu'il put. Au bout d'un long moment de spasmes nauséeux, Gunshi dit au prof : « Ne me refais plus jamais ça, Sensei. » Pardon, Gunshi. Je n'ai pas mesuré ma force. Le prof se débarrassa des derniers morceaux d'argile qui composaient le demi-visage restant de son ami et qui s'était brisé à la réception. Mon visage, mon beau visage. Combien nous reste-t-il de temps avant qu'Anorine ne se retransforme ? Demanda Stena sans la moindre nuance d'anxiété dans la voix. Un peu moins de 2 heures. Dit l'ours Nandi, désolé pour son ami, tout autant que pour le mauvais minutage. Il y avait une seconde escouade en retrait, Sensei. Ils ont sûrement compris qu'on est balèze. Ils sont retournés vers leur position. Tu peux nous faire monter, Stena-sama et moi, au sommet d'Anorine ? On pourrait encore les pétrifier, ça peut nous faire gagner du temps. Quelques grincements de bois offusqués
se firent entendre pendant que l'ours escaladait habilement leur ami en tenant la tête de Gunshi et la gorgone. Arrivé au sommet, Gunshi dit « C'est bon, ils sont encore largement à portée de vue. Maintenant, tourne la tête de Stena vers l'avant-garde. Super! Ouvre les yeux, Stena !» L'ours s'exécuta, gêné par les cheveux de Stena qui ne cessaient de l'attaquer. Il s'attendait à voir la multitude de poings minuscules choir au lointain. Seuls quelques-uns tombèrent au sol. « Aïe !» dit Stena sans émotion. « Quoi ?» Je ne peux pas regarder le soleil, ça fait mal. Effectivement, le soleil était derrière les escouades. « Regarde de l'autre côté alors !» dit-il dans la précipitation, comme s'il avait eu une idée de génie. La forêt, dans son champ de vision, se métamorphosa en pierre sur des lieux, jusqu'à l'épais rideau de poussière qui couvrait l'horizon. Certains arbres s'affaissèrent lourdement dans de terribles craquements. J'imagine que tu voulais que je transforme l'armée que je ne vois pas et qui se trouve derrière le nuage de poussière que j'ai changé en nuage de poudre de pierre, dit Stena sans parvenir à dépasser le ton du constat. Je suis déshonoré, admit Gunshi. Et maintenant, ils savent sûrement qu'une gorgone est avec nous. Ils vont se méfier. Je t'accroche ici avec cette ceinture, Gunshi. Tu nous tiens au courant de leurs mouvements. Nous, on redescend pour élaborer une nouvelle stratégie. Je veux mourir, dit la tête. Le prof n'imaginait pas comment il serait possible à Gunshi de se suicider davantage et l'abandonna donc avec ses idées noires. En descendant, il s'interrompit pour voir le crâne de son ami commencer à mordre la cordelette qu'il arrimait au trébuchet. Sa mâchoire était sa dernière articulation capable d'un mouvement. Il estima qu'il lui faudrait plusieurs semaines pour parvenir à ses fins et qu'il pouvait le laisser là-haut, malgré tout. Le soutien psychologique attendrait. Arrivé au sol, Stena et le prof entendirent Gunshi crier. « Les angelots restants sont descendus au sol. Ils arriveront par la forêt, d'ici 20 minutes. Probablement moins. Et quelqu'un aurait-il vu une dent tomber par hasard ?» Réveillons Koum, proposa le prof. Il aura peut-être une idée neuve pour nous sortir de là. Le prof soupira. Voilà notre chef, pensa-t-il. Un technome hystérique et sociopathe, avec une malédiction berserk. Bien que le prof appartienne à une espèce pourtant renommée sur le continent Shahaméen, pour sa capacité cognitive innée à arracher des têtes d'éléphants d'un revers de main pour rire, il était tombé dans une potion d'intelligence quand il était petit. Il savait pourtant que, malgré ses compétences intellectuelles et sa culture encyclopédique, toutes deux anormales pour son espèce, il n'aurait pas fait un bon chef. Il réfléchissait trop et détestait la violence. Quant à Stena, elle était ennuyeuse à en mourir, et Gunshi, maniaco-dépressif. Enfin, Anorin était absent la moitié du temps, défaut qui en faisait certes un prétendant légitime à la fonction de chef, mais il n'était pas intéressé. D'une certaine manière, Koum était probablement idéal pour être le leader du groupe, car il était totalement inconscient de l'importance du rôle de chef. Toutefois, un tout petit peu plus de cerveau ne l'aurait certainement pas handicapé. Il était vrai que Koum ne réfléchissait pas comme les autres, car en fait, il ne réfléchissait pas du tout. Il agissait. Stena leva le sortilège de pétrification de Koum. Lorsqu'il essaya de porter sa main à son oreille, son bras tomba par terre. Il le regarda, les yeux écarquillés, et hurla de plus belle. Son membre repoussa en quelques secondes, ramenant le calme dans les nerfs du petit technome. L'envers de sa malédiction berserk était les capacités régénératrices hors du commun qu'elle conférait, ainsi que des griffes rétractiles, une à chaque petit doigt, mesurant tout de même un quart de pouce. Il ne pouvait donc pas mourir et avait le pouvoir de se gratter l'oreille mieux que quiconque et sans curette. Ses compagnons lui décrivirent la situation pendant que Koum séchait des larmes. Son don de régénération ne changeait rien à la douleur éprouvée. Vous êtes des burnes. C'est simple, faut faire 2 groupes de 2. Gunshi et Anorin, tenez-vous prêts. Le prof, tu te mets là, près du bras de levier. Moi et Stena, nous montons dans le couillard. Techniquement, c'est un... Rien à foutre. Le prof fut rassuré de ne plus être dans la position de leader. Mais un pressentiment s'installa en lui. Était-ce parce que Koum avait parlé de faire 2 groupes de 2 et en avait fait 3 ? Koum, tu ne veux pas vraiment t'envoler en utilisant le mandrago, hein ? Qu'est-ce qu'il adviendrait de ceux qui resteraient sur place ? Restera juste une arme de siège avec un crâne décoratif. Après, ce sera à eux d'improviser.
chacun sa merde. Nous, on sera très occupés par l'atterrissage. T'es d'accord, Anorine? Tu es brave, mon frère. Je n'oublierai peut-être pas ton sacrifice à l'avenir. Bordel, est-ce que c'est courageux. Ça me donne envie de chialer. Il enlaça la poutre la plus proche. Koum, j'ai juste une petite question. Commença le prof. Quoi, putain? Tu vois pas que je viens d'élaborer un plan pour sauver vos culs? Justement, c'est à propos de ton plan, notamment de toute la partie concernant l'atterrissage. Stena et moi n'avons pas de capacité de régénération comme toi. Et... Je ne dis pas que mon plan ne comporte pas une petite faille à la con. Quelqu'un a-t-il un plan B? Quelqu'un qu'on peut comprendre a-t-il un putain de plan B? Personne? Alors c'est parti. Le prof, tu vas remonter ce machin-là, le truc rond comme un cul. Ça nous fera descendre le bidule en forme de baloche qui est là. On s'installera dedans. Je balancerai une dague pour couper le truc et tout le bordel devrait se mettre en route. L'ours Nandi se mit à la tâche, bandant tous ses muscles pour parvenir à mettre en branle le mécanisme. Au fur et à mesure que des clics se faisaient entendre, le mât central abaissait le porte-projectile et les contrepoids se levaient. Lorsque celui-ci fut à son maximum, les trois compagnons s'installèrent. Rendez-vous à la putain de Sainte-Barbe. Adieu, mes amis. C'est un honneur de mourir enfin à vos côtés. Dit la tête de Gunshi. Atkoum visait avec application. Le bout bleu-noir de sa langue dépassait. Après quelques secondes de concentration, il lança sa dague qui coupa quelques brins de la corde de chambre, tellement sous tension qu'elle se rompit instantanément. Le mouvement de levier fut d'une brutalité à s'en truster les cervicales. Surtout, il ne se passa pas comme prévu. Pour une raison inconnue, au lieu de les éjecter en direction du ciel, le bras principal continua sa course jusqu'à se retrouver à l'opposé de leur point de départ et propulsa les trois occupants de la poche à une vitesse magico-sonique dans un triple bang et un éclair de lumière vers le sol, au pied du mandrago. Le jeu en valait largement la chandelle, putain. L'éclaireur fut sur eux. Oh putain, je fais un anévrisme ou quoi? Comment est la partie droite de mon visage? Bah, comme à chaque fois, bizarre. Vas-y, fais un triple bang. Putain, Oh, il est génial! C'est trop génial! Tu le fais, hein? tu le fais à quel endroit? Dans un triple. Bang! Et un éclair de lumière. Fais l'éclair de lumière. Allez, c'est parti.